Bonjour à tous, bonjour tout le monde, bonjour RL. Je suis très content de te recevoir aujourd'hui avec moi sur Growth Post, donc mon nouveau podcast qui est un podcast dédié en tout cas à l'amélioration des performances de son portail HubSpot. C'est pour les clients HubSpot, les utilisateurs HubSpot ou les personnes qui veulent se renseigner sur la plateforme HubSpot et qui savent pas comment l'utiliser. Aujourd'hui, je suis très content de te recevoir puisqu'on va parler d'un sujet qui est hyper important, en tout cas dans l'écosystème HubSpot. C'est comment on va réaliser des intégrations avec la plateforme HubSpot. J'en dis pas plus parce que c'est vraiment toi l'expert sur le sujet. Mais avant ça, pour ceux qui ne te connaissent pas, RL, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Hello Samir et merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui. Donc, moi, c'est RL. Je suis Solutions Engineer chez HubSpot. Donc, ça fait 7 ans, un peu plus de 7 ans que je travaille pour l'entreprise. Alors, Solutions Engineer, ce que c'est, alors ça peut avoir différents noms. Peut-être que vous le connaissez sous le nom de pre-sales, de sales engineer, avant-vente. En gros, tout simplement, notre rôle, c'est d'accompagner les équipes commerciales sur les projets et d'être un peu le garant, le garde-fou technique. Donc l'idée, c'est qu'on va participer à la qualification du besoin, du projet. On va s'assurer qu'on comprend bien tous les tenants et les aboutissants du projet, aussi bien sur les besoins métiers que les besoins techniques. Et puis, s'assurer que la réponse que HubSpot va apporter est la bonne, aussi bien sur le scope des produits qu'on va proposer que sur, et on va en parler, comment HubSpot va s'intégrer dans l'environnement technique. Ok. Bah, merci pour cette présentation. J'insiste, pardon, juste sur un petit point sur ton parcours et qui est hyper intéressant. C'est qu'avant, tu étais sales chez HubSpot. Dans une autre vie, effectivement, j'ai eu plusieurs rôles chez HubSpot, de BDR à sales et maintenant plutôt côté technique. Voilà. Donc, tu connais bien un petit peu tous les enjeux qu'il y a aussi, hein, les questions qu'on peut se poser sur la plateforme HubSpot en avant-vente et puis surtout sur l'intégration de la plateforme HubSpot au sein des organisations, des business. Aujourd'hui, concernant les intégrations, c'est vraiment un sujet qui revient à chaque fois qu'on va parler d'HubSpot, de la plateforme HubSpot, que ce soit sur la partie marketing, vente, service client. On se rend compte très vite que HubSpot n'est pas le premier outil que les entreprises utilisent. En général, c'est un outil qui vient agréger de la donnée de plusieurs écosystèmes parce que c'est un outil qui est là pour justement briser les silos au sein des organisations. Et donc, il y a différents outils, différents écosystèmes, parfois IT business, qui sont déjà existants au sein des boîtes. Donc, quel est un petit peu ton conseil pour penser son écosystème IT business d'une façon globale avec l'utilisation de la plateforme HubSpot? Et surtout, on le sait très bien et tu le sais mieux que moi-même, vu que ça fait 7 ans que tu es chez HubSpot, il y a quand même quelques préjugés stéréotypes qui sont liés aux intégrations. Le premier stéréotype auquel je pense, c'est plutôt la plateforme tout en un, donc plutôt des prospects, des clients qui veulent vraiment faire construire une plateforme qui soit à 100%, qui corresponde 100% à leur process. Et puis aussi, il y a ce frein de oh là là, ça va me prendre du temps, ça va me coûter cher, et puis c'est pas forcément nécessaire de réaliser une intégration. En tout cas, c'est trop complexe. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus par ton expérience, de ce que tu as pu voir chez HubSpot? Oui, bien sûr. Alors, ce qu'il faut déjà réaliser, c'est que ce qu'on appelle la stack technique, l'environnement, l'écosystème d'outils, c'est le cœur de l'entreprise, en fait. C'est juste toute sa vie, c'est tous ses process mappés sur des logiciels, sur des softwares. Donc, il faut s'assurer que les outils qu'on choisit, même qu'il y en ait un ou qu'il y en ait plusieurs, forcément déjà qu'ils correspondent un minimum aux attentes des équipes métiers, mais aussi qu'entre eux, ils communiquent bien. Parce que si c'est pas le cas, on aura, alors je réponds à ton point, si on n'a pas envie de faire l'intégration, en fait, ce que ça va donner tout simplement comme résultat, c'est qu'on va manquer de données. On va pas pouvoir mapper bien ces process dont je parlais. Donc ça va impacter fortement l'efficacité des équipes. Ça va empêcher d'avoir un reporting consolidé et tout simplement, ça va nous empêcher, enfin ça va empêcher l'entreprise ou le client de gérer son activité au quotidien. Donc ça, quand même, beaucoup de gens l'ont compris, la plupart des entreprises l'ont compris. Ce qu'il faut, c'est une centralisation de la donnée. Alors, il ne faut clairement pas siloter, il faut aller dans le sens des intégrations ou effectivement d'une plateforme tout en un. Mais justement, ce qu'on constate, c'est qu'on a tendance, alors certaines entreprises ont tendance à confondre la centralisation
et la plateforme tout en un. Donc, quand on cherche la plateforme tout en un, on cherche quelque chose qui va gérer de A à Z tous nos besoins et tous nos process, sauf que ça n'existe pas, en fait. Il y a honnêtement assez peu de chances que ce soit développé un jour. On va forcément trouver des éditeurs qui vont adresser différentes parties du business, différents aspects, donc CRM, facturation, ERP, peu importe. Donc, cette plateforme tout en un, absolue, elle n'existe pas. Alors, bon, je précise quand même que HubSpot, notamment, se positionne comme une plateforme tout en un. Je tiens à préciser, oui, c'est une plateforme tout en un, mais sur la gestion du cycle de vie client, pas sur absolument tous les modules possibles et imaginables. Donc, nous, ce qu'on va gérer, ça va être de la notoriété, la génération de leads, jusqu'au suivi et au support client. On ne va pas prendre en compte la partie ERP ou la partie facturation. On va trouver d'autres éditeurs CRM qui vont, eux, faire CRM et facturation, mais ils vont pas inclure le marketing. Donc ça, c'est vraiment un parti pris, en fait, de chaque éditeur. On va centraliser les outils selon notre positionnement et notre offre de valeur. Et puis, alors, pareil sur la plateforme tout en un, quelque chose que j'entends quand même assez souvent, c'est de la part de clients, c'est oui, mais il y a des éditeurs, pour ne pas les citer, Microsoft, Salesforce, on va dire les très gros du marché, ils nous proposent tout le package. Alors oui, ils vont proposer quasiment tous les modules possibles et imaginables, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, ces éditeurs, ils ont racheté des briques technologiques. Donc les modules qu'ils proposent, ils sont pas forcément construits sur la même brique. Ça veut dire que même si c'est deux modules, deux solutions qu'ils vendent, il y aura quand même une intégration entre ces solutions. Donc finalement, ça revient au même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'intégration, elle va être nécessaire. Donc du coup, le véritable tout en un, il n'existe pas. Il faut plutôt se concentrer sur l'idée de centralisation en choisissant un outil ou un petit groupe d'outils qui vont vraiment être au cœur des process et du business. Donc, en général, c'est quand même le CRM avec un ERP si besoin. Bon, ça dépend quand même des secteurs d'activité, mais c'est souvent le cas, qui vont consolider toutes les données clients, toutes les données du business. Et il faut que ces solutions entre elles, il y ait une intégration fluide et logique pour passer la donnée, pour justement avoir l'efficacité des équipes, avoir un reporting consolidé dont on parlait tout à l'heure. Tu as fait appel à une notion qui est hyper intéressante, c'est de mapper en tout cas le flux de données business, et ça correspond en tout cas à la façon dont on fait du business, donc au parcours client. Et ça, c'est typiquement une donnée indéniable, et c'est comme ça qu'on doit penser son écosystème IT business. C'est vrai que le mythe du tout en un, il n'existe pas parce que ça nécessiterait, ou en tout cas ça impliquerait qu'il y ait un éditeur de logiciels par entreprise qui fasse du tout en un, vraiment comme je suis organisé et comme je le souhaite, ce qui n'est actuellement vraiment pas possible. Donc, c'est vraiment un mythe. Et la donnée indéniable, c'est vraiment de se poser, de réfléchir ensemble, aligner tout le monde autour de la table, se dire, OK, comment est-ce qu'on fait du business? Comment est-ce qu'on génère aujourd'hui des leads? Comment est-ce qu'on les engage avec l'équipe commerciale? Comment ça se passe le suivi derrière une fois que j'ai répondu aux attentes de ces personnes-là, je délivre mon service, je délivre mon produit. Vraiment tout le parcours client, et ensuite se focaliser sur les outils qui ont les meilleurs usages à chaque étape en reprenant ce parcours client, et puis simplement connaître comment est-ce qu'on peut organiser sa remontée d'informations. Donc vraiment, voilà, dessiner son parcours client, je pense que c'est une notion à laquelle tu as fait écho et qui est très juste selon moi. Aujourd'hui, on le sait, il y a quand même des intégrations qui sont très demandées. Nous, on est spécialisé dans la verticale industrielle, donc on a un certain type d'intégration qui revient très souvent. Je pense à des qui correspondent bien à des verticales industrielles, donc c'est des ERP, des outils industriels très spécifiques pour gérer ses distributeurs, ses fournisseurs. Toi, tu as une vision beaucoup plus large que moi là-dessus. Aujourd'hui, quelles sont les intégrations qui sont les plus demandées à HubSpot? Et de ton point de vue, quelles sont les intégrations qui pourraient réellement optimiser les performances d'un portail HubSpot pour des équipes commerciales, des équipes marketing ou des équipes de service client? Oui, bien sûr. Alors, dans les intégrations les plus demandées, il y en a que tu as citées, parce que je pense que c'est commun finalement à d'autres secteurs d'activité. L'ERP, ça revient, je vais dire, quasi systématiquement. La facturation aussi. Alors, parfois, la facturation, c'est inclus dans l'ERP ou ça peut être à part. Mais c'est un deuxième sujet. Alors, c'est plutôt lié au CRM, du coup, mais c'est un deuxième type d'intégration qu'on nous demande beaucoup. La téléphonie aussi, parce que c'est valable aussi bien pour les équipes sales que les équipes support client. Donc, comme c'est quand même 2 des 3 gros modules qu'on vend, ça revient fréquemment. Et puis, on va aussi souvent nous demander des intégrations avec
alors c'est souvent un logiciel maison, en tout cas une sorte de back-office interne qui va être vraiment la base de données qui n'est pas forcément exploitable par les équipes, mais qui va être une source de données importante. On va devoir transmettre des informations aussi à ce back-office. Donc ça, c'est un peu les grands types d'intégration qui reviennent, même si on nous en demande d'autres types. Et du coup, justement, pour parler de ces types d'intégration, j'en vois un petit peu trois. Il y a celles qui sont absolument nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise, au suivi des process et qu'on va retrouver dans quasiment tous les secteurs ou les tailles d'entreprise. Donc, ceux que j'ai déjà cités, il va y avoir le RP, la facturation, le back-office, beaucoup de BI aussi ou d'outils de reporting qui sont t'as raison. Exactement. Quelque chose qui revient pas mal aussi, ça va être la gestion des événements physiques et digitaux. Alors, pendant le Covid, ça s'est un petit peu, enfin physique en tout cas, ça s'est un peu calmé, mais du coup, les événements digitaux ont quand même continué. Donc ça fait partie des activités plutôt marketing de beaucoup d'entreprises. Il y a un autre type qui va être d'intégration qui va être plutôt spécifique à un secteur d'activité ou un type d'entreprise. Je pense notamment e-commerce, par exemple. Donc, ils vont avoir un type de site web particulier avec lequel il faut s'intégrer. Alors, sur la partie marketing, des outils de type envoi de SMS ou notification push quand on va chercher à avoir des stratégies multicanales. Et puis, le dernier type, pour répondre à ta question, le dernier type d'intégration, pour moi, c'est l'intégration qui va permettre une optimisation. Typiquement, tout ce qui va être productivité des commerciaux, donc mapping des comptes, gestion des tournées. Et c'est vraiment là-dessus qu'on peut parler d'optimisation, parce que ça va être des outils, ça va être des connecteurs qui viennent compléter l'existant, qui vont augmenter la productivité et puis l'efficacité sans pour autant être indispensables. C'est-à-dire que l'entreprise, elle peut fonctionner sans avoir accès à ces outils. Donc j'en ai déjà cité quelques-uns, mais pour compléter, on pourrait penser à une intégration, quelque chose qui revient assez souvent, ça va être avec une nomination, par exemple. Donc on va aller chercher, on va mettre à jour la base de données entreprise et contact. Donc pour entreprise, ça va être les SIRET, par exemple. Toujours sur la partie sales, ça peut être le calcul des commissions aussi des commerciaux. On va aller chercher la donnée évidemment de vente du CRM. On va aller utiliser tout ça pour calculer les commissions. Il y a énormément de choses sur la marketplace. Je les connais pas toutes encore. Je pense que ce serait très long de Il y en a quelques milliers. Donc c'est pas mot. très grave si tu les connais pas toutes. Exactement. Mais après, là, ce dont je parle, c'est aussi les demandes qui reviennent plus fréquemment. Il peut toujours y avoir, on va dire, quelque chose d'un petit peu plus ponctuel ou spécifique. Par exemple, oui, sur la partie service client, on peut avoir des demandes sur la gestion des SLA. Alors, il y a des choses qu'on gère nous aussi en interne, mais comme on est une plateforme tout en un, forcément, on va être moins spécialisé sur certains aspects de partie service client ou partie sales. Donc, il y a des choses qu'on ne sait pas gérer aussi bien que des outils qui sont vraiment spécifiques. Donc, voilà, dans ces cas-là, on va recommander des intégrations de la marketplace pour un calcul des SLA, donc des gestions des temps de réponse aux demandes clients, par exemple, qui vont être ultra pointus, ultra spécifiques. Ça, on peut le recommander aussi. Ouais, simplement pour faire un point, je rebondis sur ce que tu viens de dire sur la marketplace des applications. Donc, typiquement, il y a des clients qui sont aujourd'hui sur HubSpot qui ne savent pas qu'ils ont accès à une marketplace des applications. Donc, la marketplace des applications, en quelques mots, je parle un petit peu sous ton contrôle, mais c'est pas toi qui gères, c'est vraiment une plateforme, une marketplace, comme son nom l'indique, qui est disponible pour tous les clients HubSpot, qui recense des intégrations avec d'autres logiciels, d'autres solutions qui viennent se greffer directement avec HubSpot, où il y a déjà une connexion possible, qui n'est pas nécessaire de développer. Enfin, vous pouvez la développer et aller plus en profondeur s'il y a besoin, des besoins hyper spécifiques pour vous, mais il y a déjà des connecteurs qui sont disponibles avec la plateforme HubSpot. Et de ça, il y en a quelques milliers qui retracent l'ensemble du parcours client qu'on peut utiliser à chaque fois. Absolument. Aujourd'hui, on parle d'intégration. C'est pour moi nécessaire de dire que l'API de HubSpot, elle est disponible, elle est en ligne, elle est très documentée. Donc, j'invite tous ceux qui vont écouter l'épisode à taper HubSpot dans Google et puis de se renseigner là-dessus. Aujourd'hui, on se lance pas dans une intégration comme ça. Si facilement, il y a quand même quelques prérequis à valider en amont. Est-ce que tu peux nous éclairer un peu plus là-dessus, RL, avant de se lancer dans une intégration? Qu'est-ce qu'on doit planifier? Qu'est-ce qui est nécessaire en tout cas de processer, de documenter avant de se dire OK, je me lance dans une intégration avec HubSpot?
Ouais, absolument. Il y a des étapes à respecter et ce que je constate, c'est que tout le monde n'a effectivement pas en tête ces étapes importantes et peuvent passer à côté de grosses opportunités. Donc la première chose pour moi déjà, c'est de nommer un ou deux chefs de projet. Alors quelqu'un qui a une vision peut-être, enfin, qui va être le référent technique et quelqu'un qui va plutôt être le référent métier. Alors référent technique, c'est souvent le DSI. Référent métier, le chef de projet métier, ça va dépendre du besoin. Si on est sur un CRM, ça va être souvent le directeur commercial, marketing, ça va être le CMO. Donc c'est à évaluer ça côté métier. Le CEO a souvent les deux casquettes aussi. Donc si jamais il y a un CEO dans l'entreprise, c'est bien de l'impliquer. Donc avoir des chefs de projet qui vont cadrer en fait tout le reste du process et du projet. Et notamment la deuxième étape dont je vais parler tout de suite, qui est extrêmement importante, c'est cette phase d'analyse et d'expression des besoins. Ça, c'est vraiment l'étape la plus cruciale. C'est-à-dire qu'avant de se lancer même dans une intégration, enfin, réfléchir à pourquoi est-ce qu'on en a besoin, pourquoi est-ce qu'on voudrait la mettre en place, tout simplement. Donc, un peu différents cas d'usage. Si on a déjà un software, donc mettons on a déjà un CRM, l'objectif c'est de le remplacer, donc on évalue HubSpot pour remplacer le CRM. Bon, bah, le CRM actuel, comment est-ce qu'il est intégré dans l'écosystème? Est-ce que les outils communiquent bien? Qu'est-ce qui marche bien? Qu'est-ce qu'on a besoin d'améliorer? Donc, on va partir de ce constat-là pour derrière mettre en place une intégration avec le nouveau CRM dans l'écosystème technique. On va aussi avoir des cas d'usage où on part de zéro. Il n'y a pas de, mettons, je sais pas, sur la brique marketing, par exemple, HubSpot, on prend la brique marketing. Aujourd'hui, il n'y en a pas, donc il va falloir l'intégrer, mais il y a un CRM, il va falloir l'intégrer au CRM existant. Donc, si on part de zéro, qu'on complète la stack technique avec un nouveau software, il va falloir réfléchir au flux de données entre les systèmes. Donc, est-ce que l'intégration, elle est absolument nécessaire? Alors, dans ce cas-là, oui, quand même, mais il peut y Ouais. avoir des intégrations qui sont moins importantes ou moins prioritaires. Si oui, pourquoi en fait? Quel va être l'usage de la donnée? Quelles données on veut récupérer? À quelle fréquence? Qu'est-ce qu'on va faire de cette donnée? Est-ce que c'est simplement pour de la visualisation? Est-ce que on va au contraire l'utiliser dans la plateforme pour du reporting, pour déclencher des actions automatisées? Voilà, il peut y avoir plein de cas d'usage. Cette partie-là, il faut une réflexion conjointe entre la partie technique et la partie métier. Donc, le métier exprime ses besoins, et puis la partie technique vérifie que effectivement c'est possible. Et puis, justement, sur cette possibilité, il faut prendre en compte les limitations techniques. Est-ce que, enfin, tu parlais d'API, c'est un point essentiel, c'est souvent la première question qu'on pose quand il y a un sujet d'intégration, c'est OK, est-ce que votre outil avec lequel vous voulez intégrer HubSpot dispose d'API? Alors, aujourd'hui, c'est quand même de plus en plus le cas, mais parfois, non, c'est pas possible. OK, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Est-ce qu'on fait des exports CSV? Est-ce qu'on passe par un ETL, des FTP? C'est des choses qu'il faut prendre en considération parce que si on a besoin, par exemple, d'une intégration, enfin, d'une mise à jour des données qui est quotidienne, qui a un volume de données qui est super important, clairement, l'export CSV, ça va pas être possible. Donc, il faut prendre en compte aussi ces limitations techniques. Et puis enfin, la dernière étape pour moi, ça va être de définir les ressources. Donc surtout si on a besoin d'une intégration sur mesure, donc on va développer, est-ce qu'on a quelqu'un en interne qui peut le faire? Plutôt une équipe qu'une seule personne, donc qui va pouvoir gérer le développement. Est-ce que cette équipe, elle a de la bande passante aussi pour travailler sur le projet? Parce qu'il y a peut-être d'autres chantiers prioritaires pour l'entreprise. Donc, comme la plupart des éditeurs, HubSpot se repose sur donc un réseau de partenaires dont Neil fait partie pour accompagner nos clients donc de la première phase de réflexion vraiment jusqu'à la réalisation et la maintenance d'intégration. Donc, pas hésiter aussi à s'appuyer sur des partenaires qui vont pouvoir nous aider à gérer tout ce process-là si on n'a pas les compétences ou pas le temps pour bien se lancer et bien réaliser le projet d'intégration. Ouais, et puis ça me fait penser aussi à un autre sujet, c'est l'intégration, comment elle va durer dans le temps, comment elle va évoluer. On peut la développer à un moment, c'est-à-dire quand on s'équipe d'une plateforme comme HubSpot, où là, c'est souvent un moment où on repense un petit peu son flux de données business, on revoit un petit peu sa stratégie, sa façon de faire du business. Aujourd'hui, il doit y avoir une question qui doit être posée. Quel est le plan pour la suite au niveau des entreprises? Comment vous voyez évoluer faire évoluer l'entreprise, parce que si demain vous évoluez, vous rachetez certainement peut-être une autre boîte, vous allez lancer un nouveau produit, de nouvelles offres, vous allez recruter de nouveaux commerciaux, développer un nouveau produit, enfin bref, il y a tout un tas de facteurs qui peuvent intervenir dans l'évolution d'une intégration, et la question qui doit être posée, c'est comment je vais devoir la faire évoluer? Est-ce qu'il y a des risques
au changement et à l'évolution, pour ne pas développer une intégration qui sera caduque, ou en tout cas plus crédible dans 6 mois, dans un an ou dans 2 ans. Donc toi, en avant-vente, tu n'as pas forcément eu affaire à ce type de problématique, mais c'est une question en tout cas qu'on doit poser en avant-vente. Et s'il y a des personnes, des organisations aujourd'hui qui nous écoutent et qui se posent la question d'une intégration, la question de l'évolution de l'intégration du plan de l'entreprise impacte forcément cette question d'intégration et cette question de migration des données business, d'évolution des données, en tout cas dans l'écosystème. Donc ça, c'est quelque chose d'hyper important aussi qu'il faut prendre en compte. Aujourd'hui, toi, tu as pu réfléchir avec des sociétés sur des intégrations. Tu as dû voir en 7 ans, je ne sais pas combien de projets d'intégration, que ce soit du côté sales ou du côté solution engineer. À quoi ça ressemble une mauvaise intégration, si on veut se parler franchement? Peut-être qu'il y a certains qui se reconnaîtront, j'espère pas. À quoi ça ressemble une bonne intégration ou comment on prépare bien son intégration? C'est quoi une intégration réussie? À quoi ça ressemble? Oui, bien sûr. Alors, une intégration ratée, souvent, ça vient, l'étape qui a été mal faite, voire pas faite du tout, dans ce que je citais tout à l'heure, c'est cette partie analyse et réflexion. C'est la définition des besoins, c'est se concerter avec les équipes métiers pour s'assurer que finalement, ce qu'on va mettre en place, ça correspond à une vraie nécessité dans l'organisation, dans la façon dont on va travailler. Donc, il peut y avoir dans ces cas-là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un décalage entre peut-être que le chef de projet, ça peut être le DSI ou peut-être même un directeur commercial ou peu importe, a en tête ou a imaginé, et puis la façon dont les équipes vont travailler. Et ça remet en cause. Alors, une mauvaise intégration, en plus, non seulement ça va, c'est du temps et c'est de l'argent perdu, mais ça remet en cause aussi l'adoption du logiciel qu'on achète, enfin qu'on a inscrit. Donc ça remet en cause tout le projet potentiellement, ou alors on perd énormément de temps, ça freine l'adoption. Donc l'intégration, elle va être clé dans, on va dire, l'adoption du nouvel outil et s'assurer que finalement cet outil, il est utile pour l'entreprise. Donc à l'inverse, pour une intégration réussie, ça, je l'ai mentionné plusieurs fois, mais il faut comprendre en fait le fonctionnement de l'entreprise, le fonctionnement des équipes qui vont utiliser les différents outils, et en fait la place des logiciels, des softwares dans ces process, dans ce fonctionnement, et l'action, le scope de chacun. Le deuxième point, c'est se laisser du temps, vraiment, parce que parfois on voit des clients qui, ils évaluent un nouveau logiciel avec un besoin d'intégration, donc ils vont évaluer HubSpot et ils vont vouloir l'intégrer à leur écosystème et ça doit être fait en 2 mois parce qu'il y a une deadline, ça peut être un renouvellement de contrat, il y a une saisonnalité, on doit être absolument prêt pour septembre, pour décembre parce que c'est le gros de la saison. Et du coup, dans la précipitation, forcément, on passe à côté de certaines questions importantes et on fait des erreurs. Donc c'est vraiment se laisser du temps. En général, ce qu'on voit, c'est alors tu sauras peut-être le dire mieux que moi, Samir, mais on a plutôt tendance à recommander du 3-4 mois. Ouais, on s'accorde aussi là-dessus en interne. Donc, il y a une grosse variation. Ça dépend de la volumétrie des données, ça dépend des écosystèmes qu'on doit connecter, de leur complexité, de la documentation technique. Mais en général, on est aux alentours de cette timeline-là. Voilà, oui, ça peut prendre plus de temps, beaucoup plus de temps, bien sûr, un petit peu moins, mais je pense qu'un minimum de 4 mois, c'est nécessaire, clairement. Et puis, pour une intégration réussie, on en parlait tout à l'heure, mais c'est aussi bien évaluer ses compétences et ses ressources en interne pour le projet. Moi, j'ai vu des clients qui estimaient que oui, la bande passante, c'était OK, les compétences de l'équipe en interne, c'était OK. Et en fait, ils s'enlisent, ils n'arrivent pas à tenir les délais. Donc, on en revient au sujet de l'intégration qui est ratée, c'est que du coup, les équipes métiers ne peuvent pas utiliser correctement HubSpot parce qu'il leur manque des données, parce que voilà, tout simplement, Ça correspond pas à leur façon de faire, ils peuvent pas prendre les bonnes décisions exactement. s'ils n'ont pas les données, ou alors on retombe dans les erreurs qui répétées avant, c'est-à-dire double saisir des choses, jongler entre différents outils pour pouvoir avoir la donnée, la pêche aux infos dans des boîtes mail. Exactement. Donc, donc c'est pour ça, moi, je recommande, honnêtement, dans la grande majorité des cas, c'est rare que je le recommande pas, c'est de travailler avec un intégrateur, avec un partenaire HubSpot.
pour plusieurs raisons. Déjà, c'est votre métier, en fait. Donc, vous avez des équipes, vous avez des gens qui sont à temps plein pour le projet. Parce que vous connaissez par cœur le fonctionnement d'HubSpot. Entre les API, les fonctionnalités, vous êtes aussi capable de faire les meilleures recommandations. Et puis, vous avez l'expérience nécessaire pour conseiller et puis pour guider sur chacune des étapes du projet, et notamment sur cette phase d'analyse et d'expression des besoins. Ok. Vraiment, un conseil que je peux donner, c'est de travailler avec un intégrateur. Merci, Ellen. Conseil entendu, en tout cas, je l'espère. Je te remercie pour toutes ces informations. Ça a été super utile. Est-ce que peut-être tu aurais un petit mot pour résumer tout ce qu'on vient de se dire? Qu'est-ce qu'on doit retenir, en tout cas, de cet échange après l'avoir écouté, pour ceux qui vont l'écouter? Pour résumer, je dirais, enfin le mot-clé pour moi, c'est la réflexion pour l'intégration. C'est prendre du temps de réflexion, et c'est prendre du temps pour la réalisation aussi. Sur la réflexion, c'est vraiment pas foncer tête baissée sur est-ce que j'ai besoin d'une intégration ou pas. C'est d'abord bien se concentrer sur son besoin, sur le besoin de l'entreprise, et ensuite définir à quoi va servir l'intégration. Ouais, je pense que c'est ça. La réflexion, ce Ouais. serait être bon pour moi. C'est pas forcément utile, tu l'as certainement vécu. Moi, je sais que je l'ai vécu en avant-vente. Ça sert à rien de bloquer le temps de 7 personnes sur une intégration pendant une semaine. On se dit, on fait tout. Et en général, ça tient pas et ça foire. Aussi, exactement. Ça sert à rien de surcharger les équipes. Je pense que ce discours-là, tu as dû l'entendre pas mal de fois de ton côté. On l'a certainement tous entendu. Ça marche pas. Réflexion, on pose, on cadre, on mène pas une intégration comme ça, bien que la plateforme HubSpot soit ouverte, bien que l'API soit publique et qu'on puisse faire un certain nombre de choses, bien qu'il y en a une marketplace des applications qui permet d'intégrer la plateforme à plein d'outils déjà existants et des bonnes solutions du marché. Ça prend du temps, ça demande de la réflexion et ça impacte quand même le business. Donc, ça mérite quand même de poser de bonnes fondations assez solides avant de se lancer dans ce chantier-là. Merci, Arel, pour Avec plaisir. tous tes conseils. Et puis, c'était un plaisir d'enregistrer cet épisode avec toi. Plaisir partagé. Merci, Samir. Allez, ciao, Arel. Ciao.